Ce qui passe, mon vieux, c'est pas la musique, c'est pas les instruments. C'est le bruit des pas. Voici un podcast sur le son au cinéma. Comment on le fabrique et à quoi il sert. Effets, trucages et astuces. Les oreilles d'or du cinéma révèlent comment il crée la bande sonore d'un film. Le film démarre sur des bottes, un bruit de vent, des pas dans la poussière, une petite sangle sur un fusil. Et voilà, tout de suite on était au cinéma. Ils sont bruiteurs, monteurs ou compositeurs. Seven, il y a un truc très simple. C'est le premier film dans lequel vous entendez des radios de flics sur toutes les scènes de meurtre. Tous les films le font maintenant. Avant Seven, personne ne le faisait. Ils travaillent sur des blockbusters de SF ou des films d'auteur. Ils adorent leur métier et racontent tout, depuis leur studio. Mais là, on est dans une autre dimension. Là, on est dans la mise en scène, quoi. J'entends rien, là. Chut, écoute. Écoutez le cinéma. Épisode 1, du vent dans la plaine. Souvent dans le western, d'ouvrir une séquence par une séquence de son, c'est d'immerger le spectateur dans le grand espace américain. Il faut faire croire à ce monde de western. Donc c'est les grands espaces, donc c'est du vent, des éléments bougés par le vent comme l'éolienne. Ça peut être un train au loin, ça peut être des animaux qui donnent aussi de l'espace. Si vous avez, je sais pas, un aigle qui tourne, et c'est soit un son qui est utilisé dans les westerns. Et donc ça raconte tout ça par le son, donc de manière très primale pour le spectateur, puisqu'il entend ce que les personnages entendent. Je suis au 19e siècle, je suis dans les grands espaces américains, j'y suis. Dès la séquence d'ouverture, en fait, pour moi c'est ça que ça raconte. Pascal Villard monte le son des films depuis 30 ans. Je le rencontre dans un studio du 18e arrondissement de Paris, où il travaille sur le dernier film de Fred Cavaillé. J'ai fait tous les films d'Olivier Dahan jusqu'à présent. La Môme, qui était aussi un énorme enjeu de son. Marion Cotillard est Édith Piaf, et ça veut tout dire. Donc il faut qu'on croie que c'est elle qui chante Piaf. S'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de film. C'est pas encore pour cette fois, messieurs les photographes. Vous êtes venus pour me voir tomber, moi je suis en pleine forme. Vous pouvez dire à vos journaux qu'il n'y a pas de tournée suicide. Il y a eu aussi après le travail avec Jacques Audiard, avec qui j'ai fait 3 films. Et Sur mes lèvres, qui était un grand enjeu de son, puisque le personnage principal était sourd. Et donc il fallait créer des séquences de surdité pour le spectateur qui soient intéressantes. Et en fait, dans un film, à part la parole, qui est vraiment la chose qu'on cherche à capter au tournage, la plupart des sons, c'est des sons qui sont rajoutés pour après pouvoir être dosés avec la parole, avec la musique. Et ça, c'est spécifiquement mon travail, de monter ces sons et au besoin de les créer. On peut donner beaucoup d'informations avec le son au cinéma. Guillaume Bouchateau est monteur son. Ça peut nous donner des indications, par exemple, de météo. On peut sentir de la chaleur, on peut sentir de l'humidité, on peut sentir du froid, du vent. Ça peut donner des impressions glacées. Ça donne des indications sur l'heure, du coup. Et puis ça peut donner des informations plus informelles sur des sentiments de personnages ou des choses comme ça. Avez-vous déjà juste écouté un film ? Ça commence souvent avec ceux qu'on a vus tellement de fois qu'on n'a plus besoin de regarder l'image pour comprendre la scène. On aime son atmosphère, la couleur de ses ambiances, et on aimerait y rester pour s'y blottir. Ainsi, les hélicos d'Apocalypse Now me laissent une impression moite et la rumeur de la ville futuriste et complexe de Blade Runner résonne encore dans ma tête. Ça, c'est Blade Runner. Le travail du son est incroyable sur cette séquence. Jean-Stéphane Guiton est professeur et compositeur. C'est une séquence de poursuite entre Descartes et Azora, la danseuse au serpent et donc le Blade Runner. Ce qui est assez magnifique, c'est qu'en fait, c'est le son, et quasiment exclusivement le son, qui donne la sensation de ville gigantesque. Tiens, un paquebot en pleine ville. Mais c'est quelque chose qui meuble
la séquence entre les prières d'Hare Krishna, les coups de klaxon, les différents dialectes qu'on peut entendre, les bruits de vapeur et autres. Sur ce film, qui est un des derniers films de SF à avoir été fait sans utilisation du tout de l'image numérique. Tous les décors ont soit été créés en dur, soit en maquette, et en fait tout simplement parce que Ridley Scott et la production n'avaient pas les moyens de construire des décors de grande taille. C'est souvent des plans rapprochés, plans américains, gros plans. Il n'y a quasiment pas de plan large. Cette rue qui doit faire à peine une vingtaine de mètres de long et quelques mètres en hauteur. Et en fait, ils ont réalisé toute cette séquence en courant d'un bout à l'autre de la rue. Et en fait, cette sensation de gigantisme, de ville grouillante, de monde, de grande métropole, c'est donné par cette multiplicité de sons. C'est vraiment exemplaire d'une utilisation pensée de la façon de créer une ambiance. Pour un architecte, faire une ambiance, c'est travailler sur les murs, les poutres, les formes et les matières pour provoquer sur celui qui les traverse une expérience sensible et individuelle. Au cinéma, l'ambiance est aussi là pour vous entraîner, où le veut le réalisateur, vous mettre dans un état particulier et influencer vos émotions. Une ambiance, au cinéma, c'est des sons qui nous enrobent. Anne Le Campion est mixeuse depuis 30 ans, notamment sur La jeune fille et la mort, Léon ou encore Tous les matins du monde. Donc à la campagne, par exemple, ça va être des sons de vent dans les feuilles, de vent dans les blés. On appelle ça aussi des silences habités par des insectes. Ce sera des sons assez ténus. Mais ça peut être aussi, pour une autre séquence d'usine, par exemple, une ambiance, ça va être le bruit des machines, mais plutôt diffuse. On appellera effet ce qui sera plus précis, c'est-à-dire le mécanisme de la machine, par exemple, les tapis de transport de marchandises ou des choses comme ça. L'ambiance, c'est plus ce qui est général à la séquence. Souvent, quand on démarre un film, moi j'aime bien essayer de réfléchir à une couleur sonore globale par rapport à la couleur de l'image, quoi, ou à la façon dont c'est filmé. Après, il faut se laisser guider par ce qu'on voit. C'est très important. Faut regarder moi, je regarde beaucoup les séquences sans son, même sans son direct. Et assez vite, j'entends des trucs. Il y a d'abord des choses évidentes, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a dans l'image. Donc, je sais que si je vois un métro à gauche et des gens qui parlent à droite, je vais mettre une foule à droite. Enfin, je commence à construire un peu mon plan. Puis après, je me dis, mais c'est qu'est-ce que ça raconte, quoi. Et puis à ce moment-là, je commence petit bout par petit bout. Je commence toujours par monter vraiment ce qu'on appelle les fondaires, c'est-à-dire les choses très simples qui vont me donner une sorte d'appui, c'est-à-dire des sons très neutres, qui vont permettre d'abord de raccorder les paroles et puis de donner une couleur à l'endroit où on est. Et puis après, je vais compléter les ambiances avec des tas de petits détails comme ça. Puis voilà, j'y vais un peu... C'est très... C'est du nez, quoi. C'est très empirique. On a tous un peu des sons qu'on aime bien. Et moi, c'est un petit vent sifflant... de désert que j'aime bien parce qu'il sert à faire, il peut faire chaud, il peut faire froid, il est très beau. C'est pas moi qui l'ai enregistré, c'est Lucien Valibard qui l'a enregistré quand il tournait Les Chevaliers du Ciel, et c'est un vent qu'il a fait dans le désert à Djibouti. Mais celui-là, je l'ai mis sur quasiment tous mes films. Et il est sublime, ce son. Et le son, ça marche de façon souterraine dans un film. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que notre cerveau identifie comme l'image. L'image, elle se construit tout de suite dans notre cerveau. Le son, c'est plus souterrain, il faut du temps. Le son, c'est du temps. Vous avez déjà entendu le travail de Guillaume dans les films de Luc Besson ou de Mathieu Kassovitz, dans L'ordre et la morale, ou encore La haine, film sur lequel a également travaillé Nicolas Becker. Bon, alors maintenant, on fait quoi? Dans La haine, par exemple, tout ce qui est à Paris est en mono. Vous deux, je sais pas, et moi je vais téléphoner, faut que j'aille récupérer mon blé.
Et tout ce qui est dans la banlieue est extrêmement large, tout en se rendre, etc. C'est pour un voleur interpellé, il s'agirait d'un mineur en début de... Donc ça a été fait comme ça de manière très simple. Et c'est rigolo parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si moi je me retrouve dans une forêt que je connais pas, eh ben, tout va être monoïfié. Je vais pas être capable de distinguer un espace cohérent. Je sais pas si c'est des oiseaux, je sais pas si c'est des insectes. Je connais pas le milieu dans lequel je vis, donc tout a l'air aggloméré comme ça et collé. Et tout d'un coup, petit à petit, je vais passer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et petit à petit, tout va commencer à prendre sa place. Et donc il y avait cette idée de dans le film que quand tu viens à Paris, un mec de banlieue vient à Paris, il vient dans un territoire un peu inconnu. Donc tout est plat, quoi. Et quand il revient dans son univers à lui, tout est beau et majestueux, tout est bien dessiné. Ce qui était sympa par rapport à cette idée de donner une forme de grâce à la banlieue et de faire de Paris une sorte de terre inconnue comme ça, désagréable et dangereuse. Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique. Now, Houston? That's negative. Could Houston be misinterpreting the data? We're not receiving any data. Engineering is recommending a viz check for component damage. Quand on me demande d'essayer de trouver des sons dans l'espace pour un film comme Gravity, ça m'intéresse beaucoup parce que faut essayer de réfléchir un peu et de savoir comment on refabrique ces matières pour pouvoir reconstituer ces univers sonores. Nicolas Becker commence sa carrière dans le cinéma comme bruiteur et diversifie sa pratique pour devenir sound designer et compositeur. Pour Gravity, il s'est enfermé 1 semaine dans un studio pour chercher des sons et une matière unique. Il y avait cette idée de construire quelque chose d'intérieur. Ce qu'on peut entendre dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire une chambre parfaitement silencieuse où il n'y aurait aucun écho, où on commence à entendre son cœur, on commence à entendre le flux sanguin, on commence à entendre ses tendons, on commence à entendre son corps, quoi. Parce que d'habitude, l'environnement est trop bruyant pour pouvoir l'entendre. Et donc, du coup, par rapport à Gravity, on se dit, ok, on est dans l'espace, donc il n'y a pas de son dans l'espace, mais on est dans la combinaison. Dans la combinaison, il y a de l'air. Du coup, le personnage, il prend plein d'objets, il touche des objets mécaniques, il touche des objets qui ont des moteurs électriques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut sentir. Donc tout d'un coup, on se dit, ah ben voilà, on va travailler sur le contact. Donc tout d'un coup, il y a cette idée que le son, il est solidien. Et donc tout ce qui va être... dès qu'un personnage sera en contact avec quelque chose, c'est là, à ce moment-là, qu'on va entendre. Donc du coup, on fait plein de tests. Je me collais des micros sur le corps, j'ai mis des hydrophones qui sont des micros sous-marins. Je faisais plein de sons et presque tous les sons passaient par mon corps. C'est-à-dire que j'utilisais mon corps physiquement comme un filtre. D'un coup, cette couleur-là, elle était vraiment particulière et je pense que les gens, ils sont sensibles à ça parce que c'est pas du tout un effet, c'est quelque chose de réel. Ce principe de cinéma immersif, c'est encore plus voyant dans Gravity, parce que dans Gravity, là, vous êtes avec un personnage qui a peur dans l'espace et on vous identifie à lui et par le son, et c'est que les sensations, puisque quasiment tout le film, même si c'est pas strictement des plans subjectifs, est en tout cas vu par la subjectivité du personnage de Sandra Bullock. En plus, c'est la seule qui n'est pas une professionnelle de l'espace. Elle est un toubib qui est venu pour faire une mission, réparer le télescope machin, mais elle a appris l'espace juste ce qu'il faut pour pas mourir tout de suite. C'est pas Rambo dans l'espace, quoi. Elle est quand même relativement inexpérimentée, donc on peut très vite s'identifier à elle. Et le son participe énormément à cette recréation de ces sensations pour le mettre au service de cette narration. You weren't so bad yourself. Houston and the Blind, this is Kowalski. Our current location is approximately 900 meters out from the Explorer. Dr. Stone and I would like to retrieve the body of Mission Specialist Sharif.
J'ai une grande attirance pour les films réalistes, en fait. Les films où, en fait, le son ne s'entend pas. C'est-à-dire que le son agira plus sur l'inconscient que sur le conscient. Quand je suis arrivée dans un studio de mixage, je me suis rendu compte, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'est qu'il y a un aspect aussi psychologique importante pour comprendre quelle est l'émotion qu'on a envie de produire et d'essayer à travers des éléments qui ne sont pas forcément seulement musicaux, mais ambiance, bruitage, parole, de traduire cette émotion. En fait, dans le son, on a deux choix. Soit on rajoute des sons à un moment, soit on les enlève. Et dans les deux cas, on crée quelque chose chez le spectateur, que ce soit conscient ou inconscient. Et ça, c'est un des trucs intéressants. Dans Rencontre du troisième type, souvent, on entend des chiens loin à l'approche des soucoupes volantes, notamment au moment où le petit garçon va se faire enlever dans la maison. Et d'un seul coup, les grillons et les chiens se taisent. Qui il est, ce chien? Ça veut dire qu'ils sont là, en fait. Et ça, le spectateur ne l'entend pas forcément, mais ça lui crée un sentiment parce qu'il y a quelque chose qui disparaît. C'est un peu comme si, de manière psychologique, on lui tirait discrètement le tapis sous les pieds. Et c'est ça qui est quelque chose de très important. C'est de mettre le spectateur dans une certaine disposition. Le son, en tout cas les sons ambiants, sont beaucoup plus pernicieux. David Lynch, il y a une chose qu'il emploie beaucoup, et ça a été un des premiers à faire ça, c'était de décorréler les ambiances avec la réalité. C'est par exemple quelqu'un qui va vous monter une séquence de jour avec des ambiances de nuit. Ce qui va vous créer un effet de décalage que vous n'allez pas forcément reconnaître de manière consciente, mais d'un seul coup, ça va créer quelque chose d'étrange. Et il a un travail très souterrain, comme ça, de dissociation, ce qui correspond à son type de cinéma, justement, du rêve et de l'étrange. Les gens le remarquent surtout pour la musique ou des décalages d'images. Ils le remarquent moins sur le son, alors que sur le son, c'est pendant tout le film. C'est un outil assez puissant. La musique aussi a ce même pouvoir. Mais par contre, là, vous allez le savoir tout de suite. Il y a des films qui s'écoutent, comme un morceau de musique. Tous les sons, les bruits, les textures s'enchaînent, se transforment. On passe de la musique au bruitage, de la pluie au métronome. C'est une véritable partition sonore. Ces bandes-sons, sans qu'on y prête attention, viennent enrichir ou réveiller des souvenirs, des impressions, des émotions. Et quand on sort de la salle, quelque chose nous a marqué, est entré dans notre tête pour toujours. Moi, il y a deux choses sur lesquelles j'aime le plus travailler. C'est, on va dire, le côté obscur de la force. C'est-à-dire le côté... vous mettez un son, vous mettez une image, et en fait, il se passe un truc. Et ben, ce truc-là, il se trouve que mon cerveau adore ça. Il ne sait jamais ce qui va se passer, et après 25 ans ou 30 ans bientôt de travail, je suis toujours curieux de cette chose-là, et je suis toujours étonné de la manière dont... un son et une image peuvent produire quelque chose, quoi. Quelque chose qui a une sorte de mélange entre les deux, voilà. Et je pense qu'inconsciemment, le vocabulaire sonore s'est enrichi ces dernières années. Les choses sont en train de bouger un petit peu. Il n'y a qu'à voir la plupart des bandes-sons de cinéma aujourd'hui. Très difficile de faire une distinction précise entre ce qui est musique, ce qui est son, ce qui est... son design, on est dans l'idée que finalement maintenant aujourd'hui la musique d'une bande son ça peut être tout, quoi. Plus ça va, plus je me sens monteur en fait. Raconter des choses, quoi. Au départ, quand on commence ce métier, on est vraiment très axé sur le son. C'est-à-dire qu'on est toujours obsédé par le grave, la texture du son, la dynamique, tout ça. Pendant très longtemps, en tout cas de toute ma période d'apprentissage et même de début, dès qu'on partait quelque part, on emmenait un magnétophone. On a tous enregistré nos voitures, nos portes de maison, les endroits où on partait en vacances. Dès qu'il pleuvait, on sortait un micro. On enregistrait de la mer quand on allait à la mer, de la montagne quand on allait à la montagne, et tout. On a fait ça pendant très longtemps.
Et puis, comme le son, c'est une matière qu'il faut beaucoup travailler pour la comprendre. Il faut vraiment beaucoup enregistrer, beaucoup mixer, beaucoup mélanger, beaucoup travailler avec des petits logiciels, des plugins, des pitchs, des outils qu'on a maintenant. Il faut beaucoup travailler la matière pour la comprendre. Une fois qu'on commence à la comprendre, là, on se met de plus en plus à parler de cinéma quand même. Il y a des réalisateurs où c'est juste du texte, des acteurs qui jouent, et ça suffit à faire un film. Après, c'est juste des outils dans la boîte à outils du cinéma. Mais je trouve que le cinéma, quand il joue sur la perception, sur des choses de sensations, a quelque chose de très fort et qui crée des choses extraordinaires que ne peuvent pas créer les autres arts. Une perception de son à l'image, avec la musique qui vous met dans un certain état, il n'y a que le cinéma qui fait ça. Écoutez le cinéma, un podcast de Laetitia Druard, réalisé par Samuel Hirsch. Prochain épisode, le cri des monstres. À suivre sur arteradio.com.